Bonjour à Bonjour à tous. tous. Voilà, bien, écoutez, on est juste un petit peu 2 minutes d'avance, mais comme vous étiez nombreux, on a décidé d'ouvrir parce que c'est pas agréable d'attendre sur un écran noir. Donc, on va attendre 2 minutes. Bénédicte, est-ce que vous pouvez toujours, comme d'habitude, expliquer comment on peut poser des questions sur Webinar? Oui, alors sur le côté de votre écran à droite, vous avez des petits onglets et une icône avec une question. Il suffit que vous cliquez sur cette icône, tapez votre question et nous, on reçoit directement votre question. On peut y répondre soit à l'oral quand je vais poser les questions à Gilles, ou sinon on y répond aussi à l'écrit directement. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on y répondra par mail dans la semaine. Dans la semaine. Bon, d'abord, merci d'être fidèle à ce webinaire tous les dimanches matins. Bon, on l'a fait un petit peu plus tôt, on a hésité, mais comme lundi je suis de garde, ben, je ne pouvais pas y participer, donc on a préféré le maintenir dimanche, mais à 9 heures. Je sais que vous, on reçoit beaucoup de remerciements pour cet échange par semaine, hebdomadaire. On sait que également vous continuez à nous poser beaucoup de questions sur les points auxquels on n'a pas pu répondre, et puis ça évolue. Et puis vous savez que c'est enregistré et donc mis à disposition sur le site internet pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Et tous sont enregistrés et vous pouvez le faire reconnaître autour de vous. Ça permet chaque fois d'avoir un lien et d'avoir l'actualité. Alors, on va démarrer, on a différents points, bien sûr, les gels, les masques, les tests sérologiques, les différentes aides, l'actualité sur les aides et les échanges avec l'assurance maladie. Donc, on va peut-être commencer par les gels, Bénédicte, parce qu'on a fait un point. On sait que la DGCCRF fait des contrôles parfois un peu qui agacent les pharmaciens. Donc, on est intervenu à plusieurs reprises pour certaines actions que l'on trouvait un petit peu intrusives dans certains départements. Et je crois qu'on a eu une écoute favorable. Mais il faut qu'on clarifie parce qu'on voit qu'encore il y a quelques petites interprétations sur la pratique des prix, puisque c'est ça qui est regardé par la DGCCRF. Donc, je vous rappelle, il y a un prix qui est réglementé. À ce prix réglementé, si vous faites une fabrication artisanale, que ce soit vous, quand vous fabriquez du soluté hydroalcoolique, ou que ce soit acheté chez un confrère qui vous le rétrocède comme certaines pharmacies et pratiques, vous pouvez appliquer un coefficient qui est de 1,5 quand c'est inférieur à 300 millilitres par rapport au prix réglementé et 1,3 au-dessus de 300 millilitres. Sur ces mêmes gels que vous avez fabriqués et ceux que vous avez achetés chez votre confrère, si un patient vient vous demander de re-remplir un flacon, avec ce même soluté hydroalcoolique, vous pouvez appliquer un coefficient de 1,2 ou de 1,1. Mais vous ne pouvez pas appliquer ce coefficient sur des gels fabriqués industriellement, même achetés par flacon de 5 litres. Si vous achetez par bidon de 5 litres les gels, vous devez rester sur le prix fixé, sans coefficient, que ce soit en vrac ou que ce soit déconditionné. Donc soyez bien attentifs, les coefficients ne s'appliquent que sur ce qui a été fabriqué artisanalement à l'officine. Voilà, il faut que ce soit très clair. Et je vous en prie, faites attention aux flacons. Quand un patient revient avec un flacon, n'utilisez pas des bouteilles d'eau minérale, franchement. Derrière, il y a un risque d'empoisonnement. C'est de l'alcool à plus de 70, donc soyez attentifs que qu'on n'ait pas un ou deux cas d'empoisonnement parce que des contenants ont été utilisés alors que ce n'était pas du tout dans la nature. Il vaut mieux remplir ceux que vous avez déjà délivrés pour éviter des empoisonnements.
On va parler des aides. Donc, la nouveauté de cette semaine, c'est la prise de position de la caisse de retraite des pharmaciens. Vous savez que les biologistes avaient obtenu un report de leur cotisation. La CAVP, son conseil d'administration, vient de prendre la même décision pour les pharmaciens. Donc, les cotisations d'avril qui devaient être prélevées ne seront prélevées qu'en septembre, et c'est automatique, et il n'y a plus besoin de faire une demande. Et celles qui étaient prévues au mois de mai seront reportées au mois de novembre. De plus, la CAVP a décidé de mensualiser les prélèvements, d'avoir un lissage en cours d'année, et ce lissage, si j'ai bien compris, sera prolongé en 2021. Et si les pharmaciens veulent revenir à une cotisation trimestrielle, à ce moment-là, ils en font la demande à la CAVP. Donc, mensualisation après cette période et après le report des cotisations. Et si certains pharmaciens sont en difficulté, ils peuvent s'adresser à la CAVP, à leur conseiller régional, pour voir quelles sont les aides spécifiques dont ils pourraient bénéficier. Donc voilà, on est maintenant pharmaciens d'officine et biologistes alignés sur la même attitude de la part de la CAVP, puisque malheureusement, on sait très bien que cette période de baisse d'activité va durer un petit peu plus longtemps que le 15 avril. La semaine dernière, Joël Lecoeur, donc expert comptable, vous a décrit toute une série d'aides. Moi, je vous invite à regarder l'enregistrement de la semaine dernière. Mais battez-vous. Battez-vous avec votre banquier, qui ne va pas forcément avoir une écoute au départ très attentive, parce que lui, ça l'embête de vous faire un décalage de prêt. Oui, parce que quand vous allez lui demander une avance de trésorerie de 3 mois, puisque vous pouvez aller jusqu'à 3 mois, avec un prêt avec un taux extrêmement réduit, voire à zéro si vous remboursez dans les 12 mois, ça lui fait faire des démarches et on a le sentiment qu'ils ne sont pas toujours très proactifs. Donc, insistez et n'hésitez pas à nous signaler des attitudes non conformes, parce que dans cette période qui va être compliquée pour l'économie française, il n'y a pas de raison que les pharmaciens qui vont être en difficulté et qui peuvent demander des aides ne puissent pas en bénéficier. Bon, bien sûr, il y a le chômage partiel, donc là, c'est votre expert comptable avec qui vous devez travailler. Je vous rappelle la prime de 1 000 euros que l'on peut étaler jusqu'au mois d'août pour nos salariés, donc le séquencer dans le mois. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des équipes officinales qui se mobilisent comme les pharmaciens pour tenir bon pendant cette période. Donc, vous savez que vous avez cette possibilité exonéré de charges, exonéré d'impôts pour les salariés. L'USPO s'est beaucoup battu pour avoir cette possibilité et permettre à tous les pharmaciens de proposer ça aux salariés, sachant qu'il y a des règles, bien évidemment, qui sont des règles de distribution de cette prime. On peut faire certaines distinctions, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, tous les salariés doivent en bénéficier. Après, en fonction du nombre d'heures effectuées, en fonction éventuellement des catégories et du niveau de salaire, vous pouvez faire des distinctions également sur la présence d'un salarié ou pas de salarié, ou de salariés qui ne sont pas présents dans l'entreprise parce qu'ils sont en arrêt maladie. Voilà, vous pouvez moduler, mais il faut avoir des règles très, très, très précises. Cette semaine, et là je vais laisser la parole à Bénédicte, on a vendredi eu une grosse négociation entre les partenaires sociaux et l'ensemble des assureurs de la branche, que ce soit Clésia ou Abgis, pour répondre présent à la situation exceptionnelle et de voir les différents cas, comment les salariés peuvent bénéficier de prise en charge
Donc, je vous laisse, Bénédicte, parce que vous avez participé à toutes les négociations depuis le début. Ce ne sont pas des négociations faciles, parce que le climat n'est pas serein. Vous savez bien qu'il y a du contentieux entre Abgis et Ecclesia, qu'il y a même des actions en justice qui sont en cours, et donc il fallait au départ apaiser. Et je pense que l'ensemble des partenaires sociaux, notamment le conflit entre Ecclesia, la CFDT et la FSPF, doivent franchement être mis de côté aujourd'hui et de profiter de cette situation exceptionnelle Covid pour mettre tous ces contentieux derrière nous et ne plus en parler parce que nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble des partenaires sociaux pour pouvoir avancer et protéger au mieux nos salariés. Donc je vous laisse, Bénédicte, expliquer tout ça, sachant que rien n'est définitif encore, puisqu'il y a eu discussion, et maintenant on attend la signature. Oui, donc comme le disait Gilles, tous les partenaires sociaux se sont réunis vendredi dernier pour prendre plusieurs décisions. Donc la première, c'est que on a évoqué un accord qui a été trouvé par la branche et par les deux assureurs, donc que sont Clésia et Abgis, pour mettre fin au conflit qui opposait, au litige qui opposait Clésia et l'autre syndicat. Donc cet accord, pour l'instant, n'est pas encore signé, mais on est sur une bonne voie et a priori, il devrait être signé dans la semaine prochaine si tous les partenaires de la branche acceptent de le signer et si les assureurs acceptent de le signer, mais a priori, ça devrait bien se passer. Grâce à cet accord, la branche a pu avancer et prendre des décisions sur la gestion de la crise actuelle. Donc, concernant le chômage partiel, donc ce qui a été décidé, donc c'est déjà, il faut savoir que les garanties prévoyance et santé sont maintenues pour les salariés. Et donc, ce qui a été décidé, c'est que les cotisations prévoyance et santé, qui sont payées par le salarié sur la base de l'indemnité du chômage partiel, sera prise en charge par le haut degré de solidarité, donc en gros par la branche, par le régime de prévoyance, pardon. Et juste pour info, c'est uniquement les cotisations des salariés, pas les cotisations des employeurs. Donc les cotisations des employeurs ne sont pas prises en charge par le haut degré de solidarité. Il a également été pris des décisions sur les arrêts de travail. Donc aujourd'hui, les arrêts de travail pour garde d'enfants, pour isolement ou pour personnes fragiles, aujourd'hui, ne sont pas pris en charge par le régime de prévoyance. Donc, face à cette situation exceptionnelle, la branche a décidé de modifier cela, parce qu'en fait, il fallait un accord dans la convention collective pour que ça puisse évoluer. Donc, ce qui va se passer, c'est, si c'est signé, bien sûr, mais a priori, encore une fois, ça va dans le bon sens. Si c'est signé, pour les non-cadres, il y aura un maintien de salaire pour tous les arrêts de travail, donc arrêt de travail garde d'enfants, arrêt de travail isolement et arrêt de travail pour les personnes fragiles, mais également pour l'arrêt maladie, par exemple Covid-19, mais également de manière générale arrêt maladie normal. Donc 100 jours de carence, comme c'est prévu. Pour les cadres, c'est un petit peu différent. Du 1er au 4e jour, il y aura aussi un maintien de salaire pour tous les arrêts de travail. Donc encore une fois, garde d'enfants, isolement et personnes fragiles. Et pour les arrêts maladie, bien sûr. Pardon. Après le 4e jour, ça va être un petit peu différent. Donc le salaire du salarié est maintenu. En revanche, la part du régime de prévoyance ne sera pas versée à l'employeur. C'est la seule différence avec les non-cadres. L'autre décision, peut-être la dernière, qui a été prise sur les congés payés. Donc vous savez, il y a une ordonnance qui a été prise par le gouvernement qui permet aux employeurs d'imposer ou de modifier 6 jours de congés payés. Mais il faut obligatoirement un accord d'entreprise ou un accord de branche. Pendant cette négociation de vendredi, les partenaires sociaux ont décidé de ne pas faire d'accord de branche, donc il n'y a pas d'accord de branche. En revanche, ce que l'USPO peut vous proposer, c'est des accords types d'entreprise qui vous permettront de mettre en place ce dispositif dans votre entreprise.
Voilà. Donc on vous les enverra dès qu'ils seront validés, on vous les enverra et vous pourrez les utiliser. Donc vous pourrez imposer ou modifier 6 jours de congés payés dans votre entreprise par salarié. Donc encore une fois, comme vous le disiez Gilles, ces accords ne sont pas encore validés, ils ont été évoqués et a priori ça devrait bien se passer. Une réunion est prévue en début de semaine prochaine pour valider ces accords et dès qu'on aura une validation, on les enverra bien sûr à tous les comptables pour qu'ils puissent mettre en place ces dispositifs dans vos entreprises. Bien. En tout cas, on peut. Merci Bénédicte. Bon, c'est un petit peu complexe, cadre, non cadre, etc., en fonction des régimes. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de l'ensemble de la branche de se mettre d'accord pour répondre à cette situation exceptionnelle et ne pas pénaliser les salariés. Bien sûr, également les employeurs qui vont être quand même en difficulté. Si ça a permis de régler les contentieux, eh bien tant mieux. En tout cas, je ne comprendrai pas que certains veuillent remettre 1 euro dans la machine et repartir alors que c'est vraiment pas le moment et qu'on a besoin d'utiliser les réserves justement pendant cette période. Donc, de les geler à cause d'un contentieux serait vraiment d'une maladresse extrême et totalement incompréhensible. En tout cas, ça coûterait cher qui voudraient avoir cette attitude, eh bien tant mieux. Et on rappelle que l'on veut simplifier la vie des pharmaciens et la vie des comptables pour les prélèvements HDS, FNDP, que tout ça, ça s'arrête parce que ça n'apporte rien. Et je sais que la volonté de la FSPF aujourd'hui est de justement calmer le jeu. Et c'est tant mieux si on arrive à trouver et à solder ce contentieux, ce sera bénéfique pour toute la profession. Concernant d'autres aides, nous sommes en discussion depuis cette semaine avec l'assurance maladie. La loi, l'ordonnance qui est prévue permet d'avoir accès à un certain nombre de textes législatifs qui permettent d'avoir des aides spécifiques. Alors, il y a des aides qui peuvent être spécifiques en direction des professionnels de santé conventionnés avec l'assurance maladie. Les médecins, les kinés, les infirmières, les pharmaciens, tous ceux qui sont régis par une convention avec l'assurance maladie. Donc, ça va être une négociation à 3 avec l'État, avec l'assurance maladie et avec chaque profession pour voir comment l'assurance maladie va pouvoir aider les entreprises ou les professionnels de santé à pouvoir rester après la crise et ne pas avoir malheureusement disparu parce que trop de charges à payer et pas assez de recettes et se retrouver dans des situations de faillite comme malheureusement on va le retrouver dans d'autres secteurs d'activité où ils ne résisteront pas à cette période. Donc, une volonté de maintenir les professionnels de santé en état pour pouvoir être mobilisés et continuer après la crise. Donc la stratégie, elle est assez simple, c'est de dire, si vous n'arrivez pas à payer vos charges fixes, on va vous aider. Et vous n'arriverez pas à payer vos charges fixes tout simplement parce que vous êtes en baisse d'activité. Donc on est en train de définir, alors bien sûr, pour certaines professions, c'est assez facile. Hein, un médecin, voilà, il est seul dans son cabinet, il n'a pas de secrétaire, il a un loyer, et, voilà, donc c'est assez simple, il a sa baisse d'activité. Et on commence à s'adresser à des médecins spécialistes qui ont du matériel, comme des radiologues, etc. Ça devient un petit peu plus complexe. Et bien sûr, pour la pharmacie, on voit bien que on a toute une part de charges fixes avec un poste salaire, un poste loyer, qui sont des postes importants. Et donc, on est en train de définir le périmètre de ces charges fixes. Et nous, l'USPO a demandé, bien sûr, l'intégration de la rémunération du pharmacien avec, bien sûr, ses cotisations sociales pour le prendre en compte. Et derrière, la baisse d'activité qui fait qu'à un moment, on n'arrive plus à tenir et on met la pharmacie en difficulté. Donc, bien sûr,
ce système d'aide n'est pas encore définitif. On va en discuter mardi, mais on a bien travaillé et il y a là aussi une unanimité entre les deux syndicats. Hein. On travaille ensemble sur ce sujet et on essaie de définir les critères les plus justes, mais également les plus simples. Donc la simplification entraîne certaines imperfections, mais il faudra les accepter pour être opérationnel, on espère fin avril ou au plus tard début mai, pour avoir des systèmes de versement si les pharmacies sont éligibles à ce système en raison d'une baisse d'activité. Vous avez répondu au sondage, on a des études, que ce soit du GERS ou que ce soit d'IQVIA, où on voit bien que la baisse d'activité se situe aujourd'hui c'est du moins 20% en moyenne. Alors, dans certaines régions, un peu moins, parce qu'il y a eu un afflux de population. En région parisienne, beaucoup plus, puisqu'il y a eu un départ de population, et puis des spécificités de certaines pharmacies. Mais en moyenne, on voit bien qu'on est sur du moins 20 sur France entière. Donc, c'est extrêmement important, notamment quand on a des jeunes qui sont endettés, des personnes qui viennent d'acquérir leur pharmacie, ceux qui étaient déjà dans une situation extrêmement difficile. Donc il faut voilà, bénéficier de toutes les aides possibles. Et on sait que nous sommes une entreprise, et donc une entreprise c'est fragile, parce que quand ça commence à se dégrader, eh bien malheureusement, au lieu d'avoir des aides, tout le monde vous lâche. Hein. Le banquier, il vous lâche, etc. Donc, il faut vraiment être aujourd'hui très proche de son expert comptable, même s'ils ne sont pas faciles à joindre, puisqu'ils sont aussi en télétravail, et vous faire aider, bien sûr, par également les syndicats, pour vous donner le maximum d'informations et ne pas perdre de temps dans le déclenchement des aides ou le déclenchement éventuellement du chômage partiel. Bien sûr, si des aides à travers, par exemple, le chômage partiel permet de réduire les frais de personnel, ce sera pris en compte par l'assurance maladie. L'assurance maladie, dans les aides, prendra dans son périmètre les autres aides qui auront été effectuées, bien évidemment, mais ils ne peuvent pas payer deux fois. En tout cas, on espère pouvoir aboutir avant la fin du mois et vous donner des règles précises d'évaluation de la situation de votre entreprise et les aides que vous pourrez bénéficier spécifiquement de l'assurance maladie comme des autres professionnels de santé. L'USPO n'a pas renoncé aux frais de livraison. Parce que franchement, vous le voyez tous, hein, votre activité est impactée par de nouvelles relations avec les patients. On voit bien, on travaille moins, mais par contre, on travaille plus parce que le personnel est un petit peu plus réduit avec des aménagements d'horaires et des moments, je dirais, de souffle pour l'ensemble de l'équipe. Mais on voit bien que les patients vous téléphonent très souvent, vous sollicitent au téléphone, vous demandent de renouveler le traitement, est-ce qu'ils ont droit, pas droit, etc. Et puis vous demandent de livrer parce que, ben oui, lui, il est insuffisant respiratoire, lui, il a des pathologies cardiaques, elle, c'est une personne âgée et bien sûr, il est préférable qu'elle ne sorte pas. Et vous voyez que le nombre de livraisons par jour n'arrête pas d'augmenter. On est en moyenne pour pratiquement 50% des pharmaciens entre 3 et 6 livraisons par jour, pas par semaine, par jour. Et donc, ça perturbe l'organisation du travail. Vous voyez, la fin de journée, c'est vite, on part et on va faire la tournée en essayant de l'organiser au mieux pour ne pas faire des kilomètres. Je trouve inacceptable que ce problème ne soit pas réglé, ne soit pas reconnu comme un travail, puisque tous les autres professionnels de santé le font. Vous dépensez du temps avec votre personnel, vous dépensez de l'essence avec votre voiture et bien sûr, vous rendez un service dans cette période et c'est un service utile pour la population qui est ciblée. Donc, on va continuer à le demander et
on espère avoir une solidarité syndicale et je ne pense pas que la Croix-Rouge soit la solution. Je pense que la Croix-Rouge n'apporte pas la solution sur tout le territoire, loin de là, et ils ont certainement d'autres choses à faire que de faire du portage de médicaments. On a un gros dossier, c'est les masques, Bénédicte. J'allais dire. Alors, les masques. Voilà, les masques. Les masques. Bon, les masques, c'est le bazar, on le sait. On le sait, mais on est des professionnels de santé. Donc, on a des responsabilités vis-à-vis à la fois des patients et vis-à-vis des pouvoirs publics. On peut dire que la doctrine est bien ou pas bien, oui, peut-être, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui est claire. La doctrine, c'est on confie aux pharmaciens la distribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux aux professionnels de santé qui en manquent. Puisqu'aujourd'hui, il y a pénurie de masques pour les soignants qui ne peuvent pas se protéger pour faire leur métier et donc se mettent à risque, attrapent le Covid et parfois en décèdent. Donc on est dans cette situation. On n'est pas dans cette situation, tout va bien, 2 milliards de masques sont arrivés de Chine. Cette semaine, c'est 35 millions de masques qui sont arrivés de Chine. Alors qu'on en a besoin de 40 millions par semaine, que pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est la réalité. Alors certains, bien sûr, arrivent à en avoir. Tous les élus locaux sont en train de se bagarrer pour être meilleurs que l'État. Les régions, les maires, tout le monde est en train d'essayer d'acheter. Bien sûr, des groupements d'achat, etc. Tout le monde, et avec des prix qui sont prohibitifs. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez pour les professionnels de santé. Donc nous, on attend que les pouvoirs publics prennent une décision, comme l'a annoncé le professeur Salomon, en disant qu'il va falloir que dans la période de déconfinement, on puisse éventuellement équiper la population. On n'est pas au déconfinement. On va attendre la décision et ce que va dire le président de la République, je crois, lundi, pour dire où est-ce qu'on en est et jusqu'où la période est prolongée. On sait très bien que ça ne s'arrêtera pas le 15 avril, malheureusement. Donc, on n'est pas en déconfinement. Alors, bien sûr, on est très choqués parce qu'on voit bien que certains arrivent à avoir des masques. Alors, il y a des régions qui ont une attitude extrêmement correcte. Ils ont réussi à avoir des masques, ils n'ont pas été réquisitionnés. Eh bien, ces masques sont distribués gratuitement aux hôpitaux, aux EHPAD, aux pharmacies pour équiper les professionnels de santé, mais pas les patients, sauf une région, l'Île-de-France. Il a mis le bazar pas possible la semaine dernière en expliquant que les masques donnés aux pharmaciens pouvaient être donnés aux patients. Je souhaite bon courage aux pharmaciens franciliens. Qu'est-ce que ça va être compliqué à gérer? Parce que tout le monde va vouloir venir chercher des masques de la région, malade ou pas malade, pas très malade. Alors après, on a des maires qui expliquent qu'on ne peut plus se promener aujourd'hui sans masque. Bon, les préfets vont casser ces arrêtés, parce que là aussi, cette doctrine est une initiative personnelle, c'est à celui qui en fera le plus, sauf qu'au bout d'un moment, il faut avoir une cohérence sur le territoire national. Ensuite, on a certains groupements de pharmaciens qui ont anticipé le déconfinement et ont déjà acheté des masques. Bon, mais c'est bien, ils ont acheté. Et pour l'instant, ils les gardent. Ils ne peuvent pas les vendre aux pharmaciens pour le vendre au public. Ce n'est pas ce qui est prévu. Alors, bien sûr, quand on voit Bastide Médical, et je le cite, qui est un prestataire qui fait de la pub à la télé à l'heure de grande écoute, en disant, moi, je peux vous vendre des masques 59 €, le paquet de 50, au public, alors que les professionnels de santé en manquent. Je pense que les médecins, les hospitaliers, les gens qui travaillent en EHPAD vont être contents de savoir que Bastide, qui a des masques médicaux, en a acheté et donc a empêché les pouvoirs publics d'en avoir suffisamment pour les proposer à des patients qui n'en ont pas forcément besoin.
va voir la réaction des médecins. On va voir la réaction des hôpitaux, avec qui travaille Bastide Médical. Ça va être intéressant. En tout cas, moi, j'attends ces réactions. On s'est réunis hier avec Karine Wolf, Pierre Véguerie et Philippe Bessé pour aborder ce sujet. Donc, on a déjà fait un courrier commun le 6 avril au ministère. On va refaire un courrier commun ce week-end, de nouveau, directement à Olivier Véran. Parce que nous, on a besoin de clarification. Premièrement, est-ce qu'on est toujours en pénurie de masques FFP2 et chirurgicaux pour les professionnels de santé? Si oui, ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui en donner au public. Il faut que ce soit dit. Mais si on ne peut pas en donner au public, ça veut dire que tout le monde doit respecter la règle. Et qu'on ne peut pas avoir des gens qui font de la publicité en faisant les malins, en disant « moi j'ai des masques ». Ou des initiatives d'élus locaux qui enfreignent la règle. Donc, il faut clarifier. Ensuite, il y a les masques qui sont les masques alternatifs. Masques tissus, pour justement, ou des professionnels, mais qui ne sont pas des professionnels de santé, comme des policiers, ou éventuellement pour le public, avec deux catégories de normes AFNOR de capacité de filtrage. Très bien. Tout le monde fabrique des masques, des décors, etc., les donne. Ça fait partie des gestes qui sont de solidarité, qui sont toujours très à encourager. Mais à un moment, il y a des industriels qui commencent à en fabriquer. Est-ce que le pharmacien est autorisé à les proposer? Puisque là, ce ne sont pas des masques chirurgicaux FFP2. Il faut qu'on nous le dise. Aujourd'hui, ce n'est pas clair. Et puis, il faut qu'on nous dise aussi à quel prix. Alors, je sais que c'est affreux, comment on va encadrer les prix, qu'est-ce que c'est cette histoire? Certains disent on va pas pouvoir faire du business. Ouais, ce n'est pas le moment de faire du business. Hein. C'est le moment de répondre de façon la plus rationnelle possible et la plus organisée possible aux patients. Donc, si on doit encadrer les prix pour éviter d'avoir des retours de flamme en disant regardez, c'est affreux, il y a des pharmacies qui les vendent 25 € et d'autres qui les vendent 5 € et pas avoir une image de la profession dégradée, il faut assumer ça. Et donc, nous, on l'assume, comme les gels hydroalcooliques, pour éviter, alors pas au niveau du prix du gel hydroalcoolique, parce que certains ont cru que l'USPO demandait l'alignement des masques au prix du gel hydroalcoolique. Pas du tout. On dit simplement que dans cette période, eh bien, il vaut mieux avoir des prix encadrés que d'avoir des polémiques permanentes dans les médias aux 20 heures de TF1 en accusant une profession bien, de profiter de la crise pour gagner de l'argent. Donc voilà, on va réécrire, puisqu'on n'a pas eu de réponse depuis une semaine, on va refaire un nouveau courrier avec l'ordre et les deux syndicats pour avoir une clarification. Si on ne peut pas vendre des masques FFP2 chirurgicaux aux patients, il faut que la règle soit respectée par tout le monde, parce qu'on est en période de pénurie pour les professionnels de santé. Et si les masques alternatifs sont une solution, il faut que l'on voit comment on permet aux pharmaciens, comme d'autres secteurs d'activité certainement, pouvoir les proposer au public ou à des professionnels qui sont cibles, comme les policiers, comme les caissières, etc., qui doivent utiliser les masques. Et si on a des aides supplémentaires de masques de la part des régions ou de la part des mairies, ce qui est bien, hein, parce que je trouve qu'ils nous aident au-delà des stocks qu'ils avaient, eh bien, il faut que la cible soit très claire. Si aujourd'hui c'est les professionnels de santé, il faut que ça reste les professionnels de santé et on les donne aux professionnels de santé et on les répartit. Alors, il y a eu des changements, bien sûr, pour la distribution des masques en pharmacie. La distribution des masques en pharmacie, aujourd'hui, c'est toujours ce qui est pareil, c'est qu'on les donne aux professionnels de santé, médecins, qui soient spécialistes ou pas, infirmiers et biologistes, 18 masques par semaine, dont 6 FFP2.
Vous voyez, quand tout le monde veut donner des masques aux patients, alors qu'on est en train de les contingenter à 18 par semaine pour des gens qui sont professionnels de santé et en contact potentiellement avec des patients Covid, vous voyez bien qu'il y a une incohérence et que certains ne jouent pas le jeu. Ensuite, il y a la protection de l'équipe officinale. Et là, l'USPO, depuis le début, est très clair. Hein. Ce n'est pas que le pharmacien qui est protégé, c'est les préparateurs et le pharmacien, avec le même type de masques chirurgicaux, pas de FFP2. On n'en a pas besoin. Plexiglas, la distance dans la pharmacie entre les patients et masques chirurgicaux. Nous, depuis le début, on assume. On dit que quelqu'un vienne nous expliquer que les préparateurs n'ont pas droit aux masques chirurgicaux. J'attends que quelqu'un vienne me l'expliquer. Personne n'est venu, alors qu'on l'a déclaré, on l'a mis sur nos circulaires, on a assumé, on a déclaré à l'assurance maladie en papier, directement, oui, c'est un préparateur et je lui ai donné 18 masques par semaine. Et personne n'est venu le contester. Alors certains se réveillent maintenant en disant « Oh là là, les préparateurs, il faut le défendre ». Mais heureusement qu'on les a défendus depuis le début. Donc nous, on assume. Donc les préparateurs, comme les pharmaciens, doivent être protégés pour pouvoir exercer en officine et être protégés comme les autres professionnels de santé. Pour les kinés et les sages-femmes, c'est 6 masques, vous vous rendez compte, 6 masques par semaine. Et pour les soins je dirais, qui ne peuvent pas être reportés, notamment pour les kinés, ils peuvent avoir 2 masques FFP2. Sont venus se greffer dans cette distribution des choses qui avaient été enlevées. Ce sont les salariés d'aide à domicile employés directement par les particuliers. Pour cela, ils ont droit à 3 masques par semaine et par employeur pour effectuer les actes essentiels de la vie et 9 masques par semaine et par employeur pour ceux qui s'occupent de personnes handicapées. Et également les accueillants familiaux qui ont droit à 3 masques par semaine et par accueillant. Alors, donc ça c'est nouveau. Ce qui est exclu, pour que ce soit bien clair, ce sont les EHPAD, bien sûr l'hôpital, les EHPAD, l'ADMR, par exemple, ceux qui sont employés pas par des particuliers, mais qui sont des structures d'aide à domicile, ceux-là sont fournis par l'ARS locale. Et ce qui est exclu également, c'est les prescriptions de masques. Oui, on ne peut pas donner sur prescription des masques aux particuliers. Sont exclus également les chirurgiens dentistes qui ont une distribution particulière par l'ARS et sont exclus les prestataires de soins à domicile. Et bien content quand je vois l'attitude de Bastide Médical qui recevrait des masques État alors qu'il en vend, lui, aux particuliers. Vous voyez la cohérence du système. Assez choquant, en plus de dépenser de l'argent comme publicité à la télé pour se faire mousser en disant que lui, il a des masques pour les particuliers. C'est indécent comme attitude. Alors, ces masques, donc, on reçoit les masques par la dotation État. Vous avez vu que cette semaine, nous n'avons pas reçu de masques FFP2, nous n'avons reçu que des masques chirurgicaux. Ça montre bien la tension qu'il y a aujourd'hui sur les masques. Vous savez qu'on devait remplir un tableau Excel et l'envoyer par mail à l'assurance maladie. Donc là, on a modernisé le système. Alors bien sûr, quand il y a du changement, tout le monde râle. C'est légitime, mais c'est quand même fait pour simplifier et éviter de remplir au stylo un document papier. Donc il y a 2 situations. Les régions qui ont déjà un système permettant une gestion informatique des masques. C'est l'Île-de-France avec monpharmacien.fr. Eux vont continuer
à travailler sur ce dispositif et ça va remplacer le papier pour l'assurance maladie, puisqu'après, monpharmacien.fr enverra à l'assurance maladie tous les résultats de distribution de l'Île-de-France. Pour la région PACA, et uniquement elle, c'est GoMask. Et pour la région Grand Est, c'est Distrimas. Donc, l'assurance maladie a respecté les 3 initiatives, mais les a limitées uniquement à ces 3 régions. Pour toutes les autres régions, c'est le dispositif qui est sur Amélie Pro, dont vous avez dû recevoir de la part de l'assurance maladie une information avec un tutoriel. Donc, vous connectez sur Amélie Pro, vous avez la méthode, donc on enregistre les masques que vous avez reçus et on enregistre les professionnels de santé à qui vous distribuez et la quantité avec la date à laquelle vous l'avez distribué. Donc, pour créer le professionnel, ils ont décidé d'être sur le numéro sécurité sociale, le numéro NIR du professionnel, et ensuite vous avez le RPPS ou le numéro ADELI avec les coordonnées du professionnel. Une fois que vous l'avez enregistré, après vous allez pouvoir le retrouver. Comme les professionnels sont fidèles à la pharmacie, puisqu'ils ont démarré avec une pharmacie, ils viennent les chercher toutes les semaines. Une fois que vous avez votre liste de professionnels, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, du coup, vous n'avez plus besoin d'envoyer le papier. Pour les auxiliaires de vie ou les aides à domicile employées par des particuliers, et là, pareil, c'est le numéro de sécurité sociale. La personne doit vous présenter l'attestation ACOS ou CESU, c'est-à-dire en gros son attestation employeur, et en même temps sa carte d'identité, puisque c'est des personnes que vous connaissez, mais pas toujours. Et donc là aussi, pareil, vous l'enregistrez avec le numéro Sécu et derrière ses coordonnées et le nombre de masques que vous avez distribués. Donc pour l'instant, ça va servir au pouvoir public à voir s'il y a du stock encore dans les pharmacies et si les masques sont distribués, parce que c'est des fois très variable d'une pharmacie à l'autre, parce que les professionnels de santé n'exercent plus ou exercent très peu. Pour d'autres, par contre, il y a de l'activité. Et donc, dans quelques jours, quelques semaines, eh bien, cet outil nous servira certainement à moduler les livraisons dans les pharmacies, même si ça va compliquer le travail des grossistes répartiteurs. Il faudra qu'on ait cette discussion avec les grossistes répartiteurs pour ne pas charger une pharmacie de façon systématique alors qu'elle n'en a pas besoin, et l'autre d'être toujours en déficit et de ne pas pouvoir correctement approvisionner les professionnels de santé ou les aides à domicile. Donc voilà, je sais que voilà, ça va vous demander bien sûr un changement. Tout le monde râlait contre le papier. Ben, le papier disparaît et 3 régions, Île-de-France, PACA et Grand Est, et uniquement celles-là, sont avec les 3 outils spécifiques. Pour les autres, ils doivent passer sur Amélie. Il y en a certains qui nous disent par réaction, parce qu'on sait que c'est un irritant, moi je vais continuer avec le papier. Bon, je continue avec le papier, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple de le faire en informatique. Sur les masques, je crois qu'on a fait j'ai fait le tour. Ouais. Donc voilà, donc bien sûr, on est très attentif parce que c'est un sujet qui agace tout le monde. C'est un sujet qui fait que, bien sûr, quand le professeur Salomon annonce que les masques vont être utiles pour le déconfinement, ben, tout le monde se précipite dans les pharmacies pour demander est-ce que vous avez reçu des masques. Voilà, c'est extrêmement agréable. Donc, voilà, on suit ce dossier et on essaie au niveau des pouvoirs publics de leur demander de la cohérence, de la clarification au niveau des régions, là aussi, de ne pas prendre des initiatives contraires à une doctrine qui a du sens aujourd'hui parce qu'on manque de masques pour les professionnels de santé. C'est inadmissible de casser cette doctrine tant qu'on ne reçoit pas assez de masques. Et puis, ceux qui ont envie de faire du business, on leur dit c'est pas le moment. Donc, c'est bien de prévoir et d'en acheter parce qu'effectivement, pendant les périodes de déconfinement, il faudra certainement fournir des masques à la population. Ça deviendra la règle. Mais quel masque et à quel prix?
Donc attention aussi de ne pas se faire avoir. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'arnaques autour des masques aujourd'hui et des gens qui se sont fait piéger à la fois pour des gels et pour des masques en faisant un chèque et en ne recevant rien ou des choses qui ne sont pas de qualité, puisque bien évidemment, il faut faire très attention dans cette période de surproduction dans certains pays de masques, de s'assurer que ce qui part de Chine est de parfaite qualité et conforme aux règles, puisque si ce n'est pas de qualité, ça veut dire qu'on met les professionnels en danger et éventuellement qu'on arnaque les personnes à qui on serait éventuellement autorisé à les vendre. Donc attention, qualité, prix et une règle qui évoluera certainement, mais tant qu'elle n'a pas évolué, il faut être patient. Il y avait les tests sérologiques, hein, c'est ça. Sur les tests, alors là aussi, on voit bien qu'on est, on a pris position. On a pris position pour dire que si les tests, alors je précise bien, hein, pas les écoubillons, pas pour voir si la personne est Covid. Simplement, c'est le test sérologique pour voir si la personne a eu le Covid et si elle est maintenant protégée, puisqu'elle a réussi à se protéger de cette maladie. On voit bien qu'il y a différents types de tests sérologiques, des tests qui sont des tests réalisés par les laboratoires de biologie, et que l'on parle bien sûr de plus en plus de tests, donc de tests rapides de diagnostic, de tests de diagnostic rapide, pardon, des TDR, ou des tests, des autotests. Là aussi, ça va très vite, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Premièrement, il faut s'assurer que tous ces tests soient fiables. On a bien vu qu'en Espagne, 30% des tests réalisés étaient non conformes. Donc, il faut que ces tests soient évalués. Ils sont au travail actuellement, hein. Donc ils vont être évalués sur la fiabilité, mais également sur quelle population on doit faire ces tests. Et à quel moment, par rapport aux symptômes et à la maladie avec la personne qui est guérie, à quel moment on doit faire ces tests. Et à quelle périodicité? Parce qu'on s'aperçoit que pendant X mois, ça peut être positif, et après, il faut de nouveau refaire une vérification. Donc, les règles aujourd'hui ne sont pas définies. Bien sûr, nous avons dit au pouvoir public que la profession était prête pour aider, comme les autres professionnels de santé, à faire ces tests, parce que quand on va être dans la période de déconfinement, il va falloir tester énormément de Français. Et donc, toutes les forces de santé capables de réaliser ce type de test dans certaines conditions et de donner le résultat et de fiabiliser le résultat par rapport à la personne, pour qu'elle puisse savoir si elle a eu le Covid ou pas le Covid, et donc de pouvoir l'enregistrer, parce que sinon ça ne sert à rien. Si on fait des tests par curiosité, ça n'a aucun intérêt pour la santé publique. Il faut bien qu'à un certain moment, si quelqu'un vient faire un test, même si c'est un autotest, qu'on puisse enregistrer le résultat par rapport à cette personne, si en plus ces tests sont pris en charge par l'assurance maladie ou fournis gratuitement par l'assurance maladie aux professionnels qui vont le faire. On voit bien que là aussi, c'est une stratégie. Ce n'est pas je veux y aller juste pour y être. C'est si les pharmaciens font des tests, c'est pour rendre service à la santé publique et à la population et avoir je dirais quelque chose de clair sur une stratégie de déconfinement et pas autrement, pas de façon désordonnée et surtout, bien sûr, que ces tests soient fiables. Donc, on s'est positionné clairement, on en a reparlé avec le Conseil de l'Ordre et l'autre syndicat pour faire des propositions, mais bien évidemment, il ne faut pas se précipiter tant qu'on n'a pas l'autorisation de faire des tests. Donc, il faut qu'il y ait un feu vert des pouvoirs publics et également une stratégie nous permettant de les faire pour que ce soit utile à la fois pour les patients
et à la fois pour la stratégie nationale pour le déconfinement. Je vous rappelle simplement qu'on n'est pas en déconfinement et que tout le monde est en train de… Alors oui, bien sûr, il faut les acheter, oui, bien sûr, il faut se positionner, oui, oui, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Donc oui, on anticipe, ça fait des semaines que les personnes travaillent sur ces tests, bien évidemment, personne n'est passé à côté de ça. Maintenant, il faut voir qui c'est qui va les faire, et il est hors de question d'exclure le réseau pharmaceutique qui peut apporter d'énormes services dans ces stratégies de prévention et de dépistage, comme on a été capable de le faire pour la grippe. Dans les nouveautés, il y a l'IVG. Voilà, l'IVG. Alors, vous savez que il y a la possibilité d'avoir une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La règle d'aujourd'hui, ce sont des médecins qui sont habilités, ça peut être des médecins généralistes, ça peut être des cabinets familiales, etc. Et ce sont des médecins généralistes qui sont habilités, agréés par l'ARS, pour pouvoir proposer une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Les médicaments sont achetés par le médecin, ça fait partie de ses frais, et lui, bien sûr, consulte, donne ces médicaments à la patiente qui les prend au cabinet médical, en tout cas pour l'Ichigine, et l'autre médicament qui se prend 3 jours après se prendra à domicile. Comme les patientes, les cabinets médicaux sont moins fréquentés aujourd'hui, cette demande d'IVG peut être réalisée en téléconsultation avec le médecin, avec toute la procédure de sécurité et d'information permettant de connaître voilà, à quelle semaine de grossesse on se trouve. D'ailleurs, ça va être prolongé jusqu'à 9 semaines. Je crois que ça a été déclaré par le ministre ou par le directeur général de la santé. Et donc, bien évidemment, ces médicaments ne seront plus pris au cabinet médical. Donc, ce qui est envisagé, c'est bien sûr, échange avec le médecin et en accord avec la patiente, de venir chercher ces médicaments en officine et de les facturer à l'assurance maladie en tiers payant pour que la patiente n'ait pas d'avance de frais à faire. Et la patiente prendra ses médicaments chez elle. Et nous, on informera à la fois ce que l'on souhaite, c'est que le médecin nous informe en disant telle patiente va venir chercher tel médicament pour qu'on puisse les commander. Voilà, qu'on soit mis dans la boucle d'une stratégie de coordination des soins médecins, pharmaciens et patients. Que la personne vienne les chercher, donc on pourra les facturer à l'assurance maladie de façon anonymisée, comme on le fait aujourd'hui sur la même procédure que les mineurs pour la contraception. Un forfait de facturation qui inclut à la fois le prix du médicament, c'est 2 ou 3 boîtes de médicaments en fonction de la situation, avec les honoraires de dispensation classique, parce que c'est un médicament spécifique, et bien sûr l'ordonnance, puisque ce sont des médicaments qui sont délivrés sur ordonnance, et facturé à l'assurance maladie en tiers payant avec une facture de soins électroniques parce qu'il avait été envisagé de faire du papier. On a dit non, l'USPO a dit non, pas question de faire du papier. On trouve une procédure pour le faire en sécurisé et l'assurance maladie a trouvé cette solution de le faire avec l'anonymisation, avec une facturation avec des frais tarifs fixes. Et dès que la procédure est stabilisée, je crois que ce sera la semaine prochaine et que ce sera paru au journal officiel, eh bien sûr, on vous informera rapidement de cette disposition assez, je dirais, assez simple à pratiquer. Ce qui change, c'est que c'est le pharmacien qui va le donner à la patiente au lieu d'avoir un pharmacien qui le donne au cabinet médical agréé. Il y avait… pardon ? Le Plaquenil ? Le Plaquenil, oui. Alors, le Plaquenil, bon, voilà. On sait que… Moi, je trouve que
Ce qui a été pris comme disposition de dire qu'il est interdit de prescrire par les médecins généralistes, sauf pour les patients qui sont dans l'AMM, et l'interdiction aux pharmaciens de dispenser sur des ordonnances Covid nous a amené de la tranquillité. Alors, on détecte bien sûr, ou des fausses ordonnances, ou des médecins qui ne respectent pas la règle, etc. Mais alors, on est peinard, quoi. On peut refuser en disant, voilà, c'est la règle aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas changé, ne venez pas nous demander du plaquenil, vous ne pouvez pas en avoir. Moins simple, une réponse facile, beaucoup plus facile que sur les masques aujourd'hui. Je vous rappelle que le plaquenil, la semaine qui a précédé l'arrêté, la sortie officine a été multipliée par 3. Dès que l'arrêté a été pris, c'est revenu à la normale. Alors, reste l'approvisionnement du plaquenil dans les pharmacies. Alors, il y avait la procédure avec Sanofi, parce qu'il commençait à y avoir des tensions d'approvisionnement. Donc, Sanofi, maintenant, a décidé de réapprovisionner les grossistes répartiteurs. Le numéro de téléphone ne sert qu'en cas de difficulté particulière ou de demande d'explication particulière. Et les grossistes répartiteurs, bien sûr, contingentent les pharmacies et réapprovisionnent selon les données du mois de janvier, donc avant la crise, parce que ça permet de savoir combien de boîtes le pharmacien a besoin pour ses patients chroniques et pas plus. Et donc, voilà, j'ai reçu du plaquenil samedi matin, alors que je ne l'avais pas commandé, avec une explication. Voilà, ça correspond à vos rotations du mois de janvier, donc on vous approvisionne. Voilà, donc je pense que tous les grossistes doivent faire exactement la même chose aujourd'hui pour tous les pharmaciens qui avaient des patients chroniques sous plaquenil. Il faut qu'on parle des violences au sein de la famille. On voit bien que c'est en train de monter là. Le confinement dure. Bon, voilà, les tensions familiales existent. Hein. On voit bien des cas dans les journaux, malheureusement, avec des situations. La semaine, on a mis à votre disposition sur le site de l'USPO l'ensemble des affiches. Là aussi, la doctrine, la procédure qui est à appliquer, hein, qui dit clairement que quand une personne est dans cette situation et qu'elle vient à la pharmacie, voilà, si la situation est urgente, eh bien, la personne est isolée et elle peut appeler le 17 ou le 3919, relais avec des associations locales et le 119 pour les enfants qui pourraient être maltraités. Donc voilà, c'est un service que la profession porte et permet à une personne de trouver une porte de sortie dans cette période qui peut être extrêmement tendue, avec des violences qui sont totalement inacceptables, mais qui sont malheureusement bien réelles pendant cette période. Donc voilà, on apporte ce service, mais on ne va pas au-delà de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas la justice, on n'est pas la police, mais on est des citoyens. Et quand une personne est en difficulté, en plus en étant un citoyen professionnel de santé, on ne peut pas passer et laisser une personne dans la détresse ou en danger. Donc on apporte ce service bien volontiers. Je pense qu'on a fait le tour. Après, j'ai pas mal de questions si vous souhaitez. Bien sûr. Ouais. Alors, j'ai pas mal de questions sur les masques et sur le site Amélie, etc. Pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous y avez un petit peu répondu déjà, mais peut-être pour clarifier le déroulement, est-ce qu'il faut toujours les envoyer à la CPAM ou pas? Est-ce qu'il faut envoyer ce tableau à la CPAM ou pas? Alors, du moment qu'on bascule sur, que ce soit sur Amélie Pro ou que ce soit sur les 3 modes régionaux, Île-de-France, PACA et Grand Est, remplir le papier ne sert plus à rien. Donc, c'est à la place du papier.
Donc, dès que vous avez choisi la semaine où vous démarrez avec Amélie Pro, eh bien, vous n'êtes plus obligé d'envoyer du papier et le mail à l'assurance maladie. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous continuez à envoyer le papier. Il y a des difficultés sur les masques qui sont reçus par les régions. Est-ce que là aussi vous y avez un peu répondu déjà, mais est-ce qu'ils ont le droit de le donner aux patients ou pas? Alors, beaucoup de régions ont pris des initiatives pour donner et approvisionner les professionnels de santé, souvent d'ailleurs via les pharmacies. Bien sûr, elles ont aussi aidé les hôpitaux et les EHPAD et les aidants familiaux qui sont dans des structures et pas ceux qui sont employés par des particuliers. Mais on voit bien que certaines initiatives, Île-de-France, du côté de Nice, on voit bien que ça s'oriente vers les patients. Et là, ça met les pharmaciens en difficulté parce que ça met en contradiction avec ce qui est prévu. Aujourd'hui, ce qui est prévu, les masques sont professionnels de santé. Donc, moi, je ne remercie pas ces initiatives. Pour le moment, il faut se concerter et pas créer du trouble au prétexte qu'on a reçu des masques parce que et qu'on va contrer ce qui est prévu. Quand je vous dis, aujourd'hui, on a reçu cette semaine 35 millions de masques de Chine. On en a besoin que pour les professionnels de santé de 40 millions. Donc on voit bien qu'on tire encore sur les faibles stocks que l'on a. Donc si les régions aident les professionnels de santé, ben c'est très bien, tant mieux, ils font leur job, ils ont réussi à en avoir, ils ont pris sur leur budget, c'est très bien. Mais pas pour les patients. Sinon, ça complique les choses et ça met tout le monde en porte-à-faux. Et est-ce qu'il faut inscrire ces masques sur les différents sites Amélie ou sur monpharmacien.fr par exemple? Est-ce que les masques de la région, il faut les inscrire là-dessus? Alors, juste pour les patients, quand on donne des masques aux médecins, les médecins équipent le patient s'il est suspect Covid. Voilà, ils tirent sur les masques qu'on lui a donnés. C'est ça qu'on doit faire, mais pas venir chercher des masques sur prescription à la pharmacie. Alors, les logiciels permettent de gérer les masques extérieurs, c'est-à-dire les masques donnés par la région ou par l'ARS, les masques en plus. Donc, on peut le faire. On peut, ce n'est pas une obligation. Moi, je pense que ça va compliquer l'affaire. Parce que pour l'État, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il a donné aux pharmaciens et ce que les pharmaciens ont donné aux professionnels de santé. Si on commence à mettre d'autres masques donnés par les mairies, etc., je pense que la visibilité pour Santé publique France va devenir extrêmement compliquée. Donc oui, c'est possible, mais pour l'instant, personne ne nous demande. Est-ce qu'il faut enregistrer les salariés, les aides à domicile sur le tableau monpharmacien.fr et sur Amélie également? Oui, oui, oui. Là, ça fait partie de la population, enfin, des professionnels, alors, ce ne sont pas des professionnels de santé, mais c'est des professionnels qui interviennent auprès des patients. Ceux-là font partie des professionnels que l'on doit approvisionner, donc ils font partie du tableau à remplir avec le numéro sécu, leur qualité, leurs coordonnées, pour pouvoir suivre les 3 masques par semaine et par employeur qu'on leur donne. Ok. J'ai une question d'un pharmacien en Guadeloupe qui me dit qu'il y a un couvre-feu et du coup il ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut fermer la pharmacie ou pas? Et est-ce qu'il faut quid des charges? Est-ce qu'il faut imputer le salaire sur enfin comment gérer le salaire des pharmaciens en couvre-feu? Est-ce qu'on ferme complètement ou pas? Alors, s'il y a un couvre-feu, des personnes, malgré tout, peuvent continuer à circuler comme des professionnels de santé s'ils sont de garde. Après, chacun peut adapter l'ouverture de sa pharmacie à la situation. C'est-à-dire que certains pharmaciens ont décidé de fermer à 18 heures.
D'autres peuvent fermer pendant la période de couvre-feu, pendant les heures de couvre-feu, pourquoi pas. Le tout, c'est de s'assurer, d'abord d'en discuter entre confrères autour de la pharmacie, sur le secteur de garde auquel vous participez, et de s'assurer que la garde est assurée et maintenue. Donc, si quelqu'un ferme à 18 heures et qu'il informe ses confrères, il faut que celui qui est de garde ne ferme pas de 18 heures à 19 heures. Quand il prend la garde, il doit assurer la continuité de 18 heures à 19 heures. Donc, oui, on peut réduire les horaires. Oui, en fonction des situations particulières, ce qui peut être le cas de la Guadeloupe pour renforcer le confinement, on peut réduire les horaires et ça fait partie d'une stratégie pour justifier le chômage partiel. Pour les masques, j'ai encore quelques petites questions. Est-ce que les apprentis ont le droit aux masques également, des dotations d'État? Moi, je considère que le personnel de l'officine doit être protégé. L'apprenti, il travaille dans l'officine, il n'est pas au comptoir, mais il est à côté des pharmaciens et à côté des autres professionnels qui sont équipés de masques. Et donc, il doit être protégé aussi, parce que, voilà, dans une pharmacie, parfois, on passe à proximité les uns des autres, on essaie de travailler sur des postes de travail un peu éloignés, mais ce n'est pas toujours possible, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas protégés. Et j'ai encore une question sur Amélie et les sites monpharmacien.fr notamment. Est-ce qu'il faut remplir ce tableau depuis le début de la dotation ou est-ce qu'il faut remplir ce tableau uniquement avec les masques qu'on a reçus de cette semaine en fait? Oui, on va pas refaire l'historique. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de mettre des dates antérieures. Dès que vous démarrez, vous avez décidé de prendre ce dispositif qui est fortement conseillé cette semaine, vous le remplissez pour cette semaine. Mais vous ne faites pas l'antérieur. Sur la livraison des médicaments, est-ce que j'ai quand même le droit de me faire payer pour la livraison des médicaments? Difficile, difficile. Certains, pour l'instant, il n'y a pas de règle là-dessus. Moi, je te déconseille de le faire parce que d'abord, la plupart des pharmaciens le font gratuitement, donc ça risquerait d'être assez mal vécu par la personne. Je pense qu'il faut se bagarrer pour que ce soit pris en charge. Vous vous rappelez la proposition de l'USPO, c'est d'utiliser le code UPH, c'est-à-dire le code d'urgence du dimanche de 5 € pour le facturer dans la journée, pour permettre d'identifier 5 € une livraison. Ça me paraît être raisonnable. Sur le prix du gel hydroalcoolique, donc est-ce qu'il faut s'appuyer sur une règle de 3 pour calculer le prix public, pour être en règle lorsqu'on remplit des flacons de 30 ou 60 millilitres? Et c'est les seuls flacons qu'ils peuvent avoir en fait. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas le tableau sous les yeux, la règle, le prix du gel hydroalcoolique est de 40 € le litre quand c'est inférieur à 100 millilitres. Donc oui, vous appliquez une règle de 3 par rapport aux 40 € sur 40 € le litre. Si vous avez 30 millilitres, vous faites la règle de 3 tout simplement. C'est ça. Ok. On commence à voir arriver un petit peu de gel hydroalcoolique et on commence à avoir un petit peu de déblocage sur l'alcool et les flacons. On arrive à trouver des fournisseurs qui commencent à réapprovisionner. Alors les flacons ne sont pas toujours les flacons habituels. On voit bien que tout le monde va tirer sur des flacons, mais je dirais, on commence à en retrouver. C'est tendu, il faut se bagarrer, il faut chercher, il faut téléphoner, il faut insister, mais on arrive à en avoir. Sur les renouvellements de traitement, on n'a pas réabordé ce sujet. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est toujours le 15 avril, le 31 mai? Et une autre question, qu'est-ce que je dois faire des renouvellements à base de Roaccutane? Alors, les renouvellements d'ordonnance, toute cette stratégie de renouvellement a été portée au 31 mai. Donc l'histoire du 15 avril, c'est terminé.
Donc, on peut faire cette procédure. Alors, bien sûr, on a vu des réactions de la part de médecins qui étaient inquiets parce qu'ils ne voient plus de patients. Bon, là aussi, il faut travailler en bonne intelligence. Hein. Quand vous avez un patient qui n'est pas très stable, donc quand on lui pose la question s'il fait ses analyses, si sa tension est montée, s'il ne se sent pas bien, on sait qu'il peut faire une téléconsultation avec son médecin de plus en plus maintenant. Donc, il ne faut pas hésiter à le renvoyer, que l'ordonnance soit expirée ou pas expirée d'ailleurs. Hein. On fait notre job et on ne renouvelle pas sans s'assurer que le patient va bien. Ensuite, donc, pour les renouvellements, je sais qu'il y a toujours des problèmes d'interprétation pour les pilules. On peut renouveler la pilule de façon trimestrielle au-delà du 1 an, comme c'est prévu, hein, même au-delà, puisqu'on peut aller jusqu'à 18 mois. Donc, pas de souci. Donc, voilà, les règles, vous avez un tableau qui vous dit que quand l'ordonnance est expirée et qu'elle était à renouveler pour plus de 3 mois, on peut renouveler. Quand l'ordonnance était que de 1 mois et que le traitement était stable depuis 3 mois, on peut également assurer la continuité des soins. Même procédure pour les hypnotiques et les traitements substitutifs aux opiacés. Bien sûr, il faut chaque fois obtenir l'accord du médecin, notamment pour tout ce qui est opiacé. Et on peut renouveler les dispositifs médicaux et substituer les dispositifs médicaux entre eux, entre dispositifs équivalents pour éviter des ruptures. Donc, on a largement facilité le travail du pharmacien. C'était un élément qui a été stratégiquement important. On a permis de tranquilliser toute la population qui avait un traitement chronique, en lui disant clairement, vous n'aurez pas d'interruption de votre traitement, les pharmacies restent ouvertes, et même si votre traitement, votre ordonnance arrive à péremption, on assurera la continuité des soins. Ça a tranquillisé tous les chroniques. C'était extrêmement important. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je parle trop. Hein. J'ai aussi des questions encore sur les masques. Il y a des professionnels de santé qui refusent les masques chirurgicaux et donc du coup j'en ai trop. Qu'est-ce que je dois faire de ces masques? Écoutez, vous pouvez en donner un petit peu plus à ceux qui en ont besoin, hein, les auxiliaires de vie, etc. Si vous en avez, si c'est pas, pardon, si c'est des masques état, vous devez respecter la règle. Donc, si vous en reste, à ce moment-là, il faut avertir le grossiste répartiteur de ne plus vous approvisionner. Ça ne sert à rien. Après, si, en fonction des statistiques, justement, c'est l'intérêt des différents systèmes automatiques, si on voit qu'à un moment, les masques chirurgicaux sont en trop, eh bien, on verra comment on peut gérer, parce que donner que 18 masques chirurgicaux à des médecins ou à des infirmières n'est pas raisonnable pour une semaine. Donc, il faudra voir très rapidement si on peut en donner un petit peu plus pour que la durée d'utilisation de masques chirurgicaux qui se mouillent au bout de moments, etc., puisse être changée plus fréquemment. Et peut-être pour les auxiliaires de vie également. On n'a pas abordé la question des centres Covid-19. Oui. Alors, il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent pour faire ce qu'on appelle la première ligne, avec l'implication des médecins généralistes et des infirmiers et d'autres professionnels. Donc, ces centres Covid sont ou en prévision, ou en train de s'ouvrir, ou être opérationnels. Je vous rappelle la consigne que l'on a donnée pour l'implication des pharmaciens dans ces centres Covid, c'est de donner à l'ARS départementale qui va faire des secteurs pour ces centres Covid les coordonnées de tous les pharmaciens, fax, mail, messagerie sécurisée, téléphone, pour que quand le patient va dans un centre Covid, s'il doit, après, avec une ordonnance, aller dans sa pharmacie, c'est de choisir sa pharmacie. Le centre Covid envoie l'ordonnance à la pharmacie. Quand le patient vient chercher, il ne rentre pas dans la pharmacie,
il appelle, on a déjà préparé l'ordonnance en dégradé, puisqu'on a toutes ses coordonnées, et on permet à ce patient d'avoir son traitement sans rentrer dans la pharmacie avec des explications nécessaires. Donc voilà la stratégie qu'on a mis en place avec différentes ARS, avec la fédération des CPTS, qui est très active pour l'ouverture de ces centres Covid, sachant que certains sont en prévision, mais ne sont pas ouverts parce que l'épidémie ne démarre pas trop vite dans certains départements, mais il faut avoir anticipé, être prêt. Et s'il doit s'ouvrir, eh bien, l'organisation est en place. Est-ce que vous pouvez revenir sur le Roaccutane? Est-ce qu'il y a un renouvellement ou pas autorisé? Alors sur tous ces traitements, Roaccutane, clozapine, et même tout ce qui est anticoagulant AVK, on sait qu'il faut avoir un contrôle de biologie. Donc, il faut s'assurer que le patient l'ait fait. Et on ne peut pas prendre le risque de ne pas s'assurer que le patient a fait son contrôle biologique avant de renouveler. Donc, c'est prévu d'ailleurs dans l'arrêté, en disant que attention aux dispensations particulières. Bon, voilà, il faut sécuriser cette dispensation si nous renouvelons le traitement et s'assurer qu'il n'y a pas de prise de risque pour le patient. Juste peut-être sur le prix du gel hydroalcoolique, il faut savoir que c'est pour 40 € par litre, c'est 50 millilitres ou moins, parce qu'il y a certaines personnes qui ont confondu. Donc c'est bien 40 € par litre pour avoir le prix de 50 millilitres, d'un flacon de 50 millilitres ou moins. C'est ça, oui. En fait, malheureusement, le choix qui a été fait, c'est de faire 40 € jusqu'à 100 millilitres ou inférieur à 100 millilitres. Après, c'est 30 €. 50 millilitres ou moins, c'est 40 € par litre. Attends. Plus de 50 millilitres jusqu'à 100 millilitres, c'est 30 € par litre. Voilà. Donc, en fonction de la taille de votre conditionnement, eh bien, vous appliquez ce tarif, 40 € ou 30 €, et vous faites votre règle de 3 comme l'a préconisé le confrère. Mais il faut respecter le prix en fonction de la fourchette de conditionnement. J'avais quelque chose sur la téléconsultation, je sais que vous... Oui, voilà, c'est ça, je voulais poser. Ouais. Voilà, toujours pareil, bon, on voit bien que la téléconsultation fait un boom aujourd'hui, hein, les médecins voilà, s'équipent, le proposent, donc au moins ça fait avancer des nouvelles dispositions possibles. Après, le problème, c'est la relation entre l'ordonnance, comment elle est expédiée aux patients ou comment elle est expédiée aux professionnels de santé. C'est vrai que certains médecins, quand on n'est pas dans un exercice coordonné avec des messageries sécurisées, les médecins les envoient à la limite par WhatsApp hein, ou sur l'iPhone. Le problème d'une ordonnance sur un iPhone, c'est qu'elle peut être utilisée plusieurs fois. Donc, c'est embêtant. C'est même plus qu'embêtant. Donc, ce qu'on conseille quand un médecin s'est mis à la téléconsultation, c'est de voir déjà s'il y a une messagerie sécurisée sur le secteur, et donc de la privilégier, et plutôt de l'envoyer directement au pharmacien pour que le patient vienne chercher l'ordonnance, plutôt que de le faire ou de l'envoyer par fax. Hein. De manière, c'est aussi peu sécurisé que l'iPhone, mais pour éviter quand même que ce soit stocké dans un appareil et reproduit et réutilisable sans contrôle, sauf à contrôler le DP, sachant que voilà, c'est là où on voit que le DP est un super outil permettant à la fois d'assurer la continuité de soins, mais d'éviter des déviances. Sur le plexiglas, est-ce qu'il y aura une aide, une prise en charge du plexiglas? Alors, je sais que dans certaines régions, c'est le cas, mais est-ce que c'est le cas dans toutes les régions? Alors, c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la région a décidé de rembourser le prix de l'équipement plexiglas de la part des pharmaciens. Donc ça, voilà, ça fait partie des initiatives. Franchement,
savez, la politique, c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup d'arrière-pensées. Mais je dirais que quand la compétition entre les régions, les mairies, va dans le bon sens, ben, tant mieux. C'est de la bonne politique. Donc oui, certaines régions ont décidé de rembourser le plexiglas. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je sais qu'on a essayé de distiller l'idée à d'autres régions qui cherchent des pistes pour aider les professionnels de santé. Eh bien, soufflez cette idée à vos conseillers régionaux en disant, Pétard, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils l'ont fait, pourquoi nous, on ne le fait pas? Voilà, je pense que ce sera utile parce que c'était franchement une vraie protection qui a d'abord rassuré le personnel, qui a été efficace, qui a eu aussi pour conséquence de la part des patients qui voyaient tout d'un coup des comptoirs équipés de plexiglas, de dire, voilà, c'est sérieux, et donc d'avoir un comportement beaucoup plus attentif sur les règles et les précautions à avoir. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui ont proposé ça, notamment, je le redis, c'était le comptoir des pharmaciens qui a permis d'équiper plus de 4000 pharmacies de façon extrêmement rapide. D'autres ont fait pareil et c'est tant mieux. En tout cas, ça a permis aussi de rassurer le personnel et d'avoir quelque chose de sacrément efficace. Donc, soufflez ça aux conseillers régionaux. Soufflez-leur l'idée. Il y a aussi les visières. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut mettre un masque en dessous ou pas? Alors, les visières, on voit beaucoup là aussi, de la solidarité. Les visières, elles sont utiles, bien sûr, pour les infirmières. Elles doivent s'équiper du masque chirurgical et des visières parce qu'on sait que voilà, il faut théoriquement s'équiper de lunettes, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. En tout cas, ces visières qui sont facilement lavables, etc., rendent énormément de services aux infirmiers et aux médecins qui consultent de façon très proche des patients. Donc, si vous avez des Fab Labs, puisque c'est le réseau qui tourne aujourd'hui et qui fabrique ce type de visière, n'hésitez pas à les solliciter parce qu'ils ont parfois ils les fabriquent, mais ils ne savent pas comment s'adresser aux professionnels pour leur donner. Donc là aussi, les pharmaciens, je vois sur la région de Montélimar, on a eu des surdoses par la région, des gants, du gel hydroalcoolique, on va avoir des masques pour les professionnels de santé. On en a profité pour distribuer des visières aux infirmières et elles nous ont remerciés parce que pour elles, c'est extrêmement utile. Également, ces visières peuvent être utiles pour les intervenants en EHPAD parce que là aussi, il y a de la proximité. Et donc, pouvoir se protéger au moment où on fait besoin est extrêmement utile. Voilà, il faut encourager les solidarités et les aider à ce que ces gestes soient les plus efficaces possibles. On a l'avantage, les pharmaciens, c'est qu'on est des spécialistes logistiques. Et donc, comme on distribue des masques professionnels, on peut distribuer aussi des visières si on arrive à en avoir. J'ai aussi des questions sur les prolongements des droits, vous savez, CMU et ACS. Est-ce que ça va être prolongé? Pour combien de temps? Alors, la règle, c'est que toutes les personnes qui étaient en ACS et en CMU et qui doivent basculer en C2S, puisque c'est le nouveau dispositif unique, les droits doivent être prolongés jusqu'en juillet. Alors, j'aurais pu me rappeler si c'est 1er juillet ou 30 juillet, mais en tout cas, c'est jusqu'en juillet. Et également pour les aides médicales État. Par contre, les nouvelles personnes qui rentrent dans le dispositif C2S, elles doivent continuer à faire des démarches administratives, ce qui n'est pas toujours facile avec l'assurance maladie qui est en télétravail, donc pour arriver à avoir des droits. Mais pour les autres, oui. Alors, la consigne, c'est que si vous avez des incidents de paiement liés à des personnes qui étaient déjà sous ce type de régime et qui devaient le prolonger, vous remontez à l'USPO le dossier avec les coordonnées du patient, la facture, l'incident de paiement, et nous, on le fait remonter à l'assurance maladie pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, pour voir si c'était la situation qui n'était pas en fait un prolongement des droits, parce que la démarche n'a pas été finie par l'assuré,
ou si c'était un prolongement de droit qui n'a pas fonctionné. Je vous rappelle que quand la personne bascule en C2S, la procédure n'est pas simple, même si donc elle peut choisir l'assurance maladie comme organisme complémentaire, mais si elle a une somme à payer, elle doit choisir un assureur qui doit lui ouvrir les droits pour la partie complémentaire, et ça prend un petit peu de temps, et souvent les assurés n'ont pas compris que l'acquisition des droits à la Sécu pour la C2S ne suffisait pas et qu'il fallait faire aussi une démarche auprès d'une complémentaire santé qui devait vous proposer des droits et vous établir une carte spécifique et éventuellement une part forfaitaire à payer. Donc, il faut bien expliquer aux personnes qu'elles doivent voir leur complémentaire santé pour finir le dispositif administratif. Vous pouvez nous envoyer les dossiers dont vient de vous parler Gilles sur uspo@uspo.fr. J'ai des questions sur encore le renouvellement de traitement. Est-ce que c'est possible de renouveler 2 fois le même traitement? Donc faire 2 renouvellements d'ordonnance en fait. Oui, rien n'interdit aujourd'hui de prolonger, d'assurer la continuité des soins sur une ordonnance expirée. Est possible, tout ça est possible jusqu'au 31 mai. Donc, comme ça a démarré en mars, eh bien, il peut arriver qu'on le fasse 2 fois. Mais là aussi, hein, si vous avez le moindre doute sur la situation du patient, il ne faut pas hésiter à lui demander de éventuellement contacter son médecin s'il y a une instabilité du traitement chronique. Ok. J'ai encore des questions sur l'alcool. Est-ce que l'alcool est-ce que je peux vendre de l'alcool et est-ce que l'alcool est en rupture d'approvisionnement? Non, ça dépend de quel alcool. En tout cas, de l'alcool à 90 qui n'est pas dénaturé, non. Et si vous le vendez, vous devez payer les droits d'assises. Et franchement, en période de confinement, de proposer de l'alcool à 90 non dénaturé, c'est pas le top. Par contre, vous pouvez vendre de l'alcool 70 modifié ou de l'alcool à 90 dénaturé. Je vous rappelle que les douanes sont très attentives à cette production de solutés hydroalcooliques, puisque la vente d'alcool est autorisée en pharmacie sans droit d'accise, à condition que ce soit utilisé pour un usage pharmaceutique, donc pour la préparation. Donc méfiez-vous, comptabilisez ce que vous avez reçu en alcool et comment vous l'avez utilisé. Si vous l'avez utilisé pour faire des solutés hydroalcooliques, eh bien, tenez une comptabilité, parce que s'il y a un contrôle des douanes à un certain moment, que vous puissiez justifier et qu'on ne vous fasse pas payer les droits d'assises sur tout l'alcool que vous avez acheté. Donc, on peut vendre de l'alcool dénaturé, de l'alcool modifié. On arrive à en trouver là maintenant un petit peu plus, mais pas à condition parfois de le reconditionner, l'alcool à 70. Parce que les fournisseurs classiques ne vont pas beaucoup en déconditionner. Mais surtout, ne vendez pas de l'alcool à 90 au public. Est-ce que je pourrais vendre de la solution hydroalcoolique après le 31 mai? Alors, pour l'instant, ce qui est autorisé, c'est de le fabriquer et de le vendre jusqu'au 31 mai. Bon, après, on verra si la date du 31 mai est prolongée ou pas prolongée. Pour l'instant, c'est le 31 mai, date butoir. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'on est passé du 15 avril au 31 mai. On a eu quelques frissons. Désolée, il y a encore pas mal de questions. J'essaie de. Oui, est-ce que je peux vendre à quel prix je peux vendre un gel hydroalcoolique avec de l'aloe vera ou avec une huile essentielle par exemple? Est-ce que c'est le même prix encadré ou pas? Alors, la fabrication de solutés hydroalcooliques doit répondre à la composition de l'OMS. Vous avez au journal officiel
des règles de fabrication en fonction de l'alcool à 96, à 95, de l'alcool isopropylique, mais vous n'êtes autorisé qu'à fabriquer que la formule de l'OMS. Donc, si vous rajoutez de l'huile essentielle, si vous rajoutez de l'aloe vera, vous ne répondez pas aux critères de fabrication de l'OMS et ça ne vous exonère en aucun cas d'une pratique de prix différente des gels encadrés. On a vu que certains essayaient d'expliquer, alors pas forcément dans le secteur pharmaceutique, mais essayaient de dire oui, mais c'est un gel, mais moi, ce n'est pas tout à fait le même. Et donc, les règles de prix, je ne respecte pas. Non, vous devez respecter les règles de prix, etc. Mais bon, voilà. Donc, pas d'initiative avec des compositions qui ne sont pas conformes à la formule de l'OMS. Mais bon, je déconseille. Oui, j'ai aussi des questions sur le nettoyage des comptoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les comptoirs et protéger les patients et nettoyer les comptoirs plutôt. Alors, mettez en place une procédure dans votre pharmacie avec votre équipe. Donc, sur le nettoyage des comptoirs, la règle, c'est bien sûr de les nettoyer avec un produit nettoyant classique et ensuite passer un coup d'alcool à 70 qui a un pouvoir virucide suffisant, mais il faut d'abord nettoyer et ensuite passer un coup d'alcool. Je vous rappelle la combine sur les claviers. Bon, on sait que les claviers et les souris, il faut les nettoyer régulièrement. Le clavier, c'est jamais facile. Du cello frais. Ça permet voilà, de protéger les touches et changer de cello frais régulièrement, alors parfois demi-journée, 2 heures, etc. Pensez à dire à votre équipe, à la personne qui fait le nettoyage de votre pharmacie sur les sols, de mettre du javel, de la javel. Voilà, ça suffit. Sur tout ce qui est mis en contact avec le public, c'est-à-dire votre appareil carte bleue, qui n'utilise pas la carte sans contact, ou votre lecteur de carte vitale que vous pouvez mettre à disposition du patient, comme ça, il n'y a pas de manipulation de la carte vitale. Bien de penser également à les nettoyer régulièrement. Attention sur des lecteurs Capels qui ont un écran tactile, pas d'alcool à 70, parce que ça peut éventuellement enlever la sensibilité tactile. Et puis, voilà, mettez des procédures aussi auprès de vos équipes avec du gel hydroalcoolique ou de la solution hydroalcoolique à disposition. Chaque fois qu'elles ont touché malheureusement une carte vitale parce que l'assuré n'arrive pas à la mettre ou une carte bleue, voilà, très régulièrement de penser à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et puis, pensez aussi pour votre équipe, mais également pour le public, à conseiller des crèmes pour les mains, des crèmes hydratantes, parce que quand on se lave les mains beaucoup plus souvent que d'habitude et beaucoup plus régulièrement, notamment avec des produits alcoolisés, ça sèche les mains et ça commence à poser un certain nombre de problèmes à certains patients. Peut-être une dernière question sur les masques. Une aide à domicile peut aller dans plusieurs pharmacies si elle a plusieurs employés. La pharmacie de chaque employeur, en fait. Si elle a plusieurs employeurs, pardon. Est-ce qu'une pharmacie peut aller dans une aide à domicile, pardon? Il faudra lui déconseiller parce qu'une fois qu'on aura enregistré la personne avec ses différents employeurs dans une pharmacie, si elle va dans une autre pharmacie, ça va être immédiatement repéré. Donc, elle pourra après justifier que ce n'était pas pour le même employeur, etc. Mais voilà, si elle a 3 employeurs, elle a droit à 9 masques, 3 fois 3 masques, et puis c'est terminé. Mais il faut déconseiller parce que sinon, ça risque de faire des faux signalements de personnes qui abusent. Est-ce qu'il est possible de faire de la téléconsultation et ou du télésoin en pharmacie? Alors, pour l'instant, on n'a pas obtenu cette autorisation, mais on a vu une initiative dans les Hauts-de-France que je salue,
avec l'aide de la région et avec l'aide du président Grégory Temprement, qui est président de l'URPS pharmacien, c'est d'équiper toutes les pharmacies pour pouvoir faire du télésoin. C'est-à-dire de prendre contact avec le patient à domicile à l'occasion d'une dispensation à domicile pour réexpliquer, parce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer correctement aux patients, ou éventuellement faire des entretiens pharmaceutiques ou aider un patient qui est en difficulté. Donc, moi, je salue cette initiative. Ça va nous permettre peut-être dans d'autres régions de faire prospérer cette idée et de pousser l'assurance maladie à conclure avec notre profession à travers des actes de télésoins pharmaceutiques parfaitement utiles pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. J'avais vu qu'il y avait une petite rémunération pour la distribution des masques. Est-ce que c'est valable? Ah, alors on a vu un jour arriver 60 centimes dans un texte, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs. Et bien sûr, on en a discuté avec l'assurance maladie. On nous a expliqué qu'on avait mal lu, que les 60 centimes n'étaient pas, c'était pas forcément pour les pharmaciens. Alors on dit, ah bon, si c'est pas pour les pharmaciens, c'est pour qui alors? Parce que quand même, la distribution des masques aux professionnels de santé, c'est bien les pharmaciens qui le font. Depuis, silence radio. Bon, on n'en a pas fait, un combat. Mais là, on va remettre le couvert parce que si on remplit ce dossier, voilà, que ce soit Medif, monpharmacien.fr ou les autres, bon, mine de rien, c'est du boulot. Déjà du boulot pour distribuer les masques. C'est aussi du boulot parfois pour expliquer pourquoi au médecin il n'en a droit qu'à 18. Du boulot pour expliquer que cette semaine on n'a pas eu de FFP2 et qu'on n'y est pour rien. Et puis du boulot pour remplir maintenant le nouveau système. Donc, voilà. Et en plus, si on a un compteur automatique, ce sera plus facile pour l'assurance maladie de compter les 60 centimes. Donc, on va remettre le couvert. Voilà, on va dire, tiens, alors, vous avez compris pourquoi on a mis 60 centimes et à qui ils vont. Voilà, c'est pas ça qui fera la différence sur l'économie de l'officine, mais je pense que c'est pas illégitime de dire maintenant comment on fait. Encore une question sur les masques. J'ai des couturières qui font des masques en tissu et qui nous proposent des dépôts à l'officine. Est-ce qu'on a le droit de les vendre? Pour l'instant, ce n'est pas clair et ce n'est pas autorisé. Alors, on demande l'autorisation, hein, c'est très curieux. Enfin, franchement, on débroussaille des terrains qu'on n'imaginait pas. Est-ce que ces masques sont conformes à la norme AFNOR? Certainement pas. C'est fait par des couturières. Et non pas, c'est pas un industriel qui fabrique avec un contrôle de la qualité de son masque. C'est une stratégie de protection. C'est légitime que les pharmaciens s'impliquent dans cette stratégie de protection, à condition que ces masques soient de qualité. Donc, récupérer des masques pour les donner aux patients, c'est quand même prendre une responsabilité. Si ce masque n'est pas conforme, et de donner l'illusion aux patients qu'il est protégé alors qu'il n'est peut-être pas forcément. Donc, on est dans un flou. Moi, je ne pense pas que ce soit, pour l'instant, une bonne idée. Bien sûr, puisqu'on les donne, hein, quand les couturières les donnent aux pharmaciens, c'est pour les donner à la population. Je pense qu'il faut éviter pour l'instant de les distribuer, même si c'est rageant. Et puis surtout, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne un argument commercial pour certains pharmaciens entre nous, même si ce n'est pas l'intention de la plupart des pharmaciens qui se retrouvent sollicités par les couturières. Je pense qu'elles peuvent le faire reconnaître. Et puis comme elles n'en font pas beaucoup, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce n'est pas le moment de créer des meutes dans les pharmacies. On a autre chose à faire. Comment faire pour se protéger quand on fait, pour du matériel orthopédique, la dispensation de matériel orthopédique et l'essayage, et pareil pour la prise de tension?
Et là, il faut avoir fait la même procédure que les autres professionnels de santé, hein, c'est-à-dire à proximité. Donc, ça veut dire mettre des gants juste pour cette opération d'intervention, d'essayage, etc. Bien sûr, avoir le masque, équiper la personne d'un masque quand on a la chance d'en avoir en plus, mais le limiter au maximum. Donc, les prises de tension, les essayages, etc., faire le minimum pour éviter de se retrouver en danger et éventuellement contaminé. C'est pas facile là aujourd'hui. Mais vous voyez, les médecins, même pour l'IVG, ça va être téléconsultation. Hein. Donc voilà, pour l'essayage, c'est pas facile. La grande distribution a-t-elle des contrôles identiques sur les solutions hydroalcooliques? Certaines grandes surfaces vendent des masques. Seront-elles pénalisées? Alors, sur le prix des gels hydroalcooliques, tout le monde est soumis à la même règle. Donc, si vous constatez des prix anormaux, supérieurs, vous le signalez à la DGCCRF, hein, vous le signalez. Hein. Voilà, on ne peut pas à un certain moment avoir des règles pour la pharmacie et ne pas avoir des règles pour les autres circuits. Pour les masques, on en a déjà parlé. Nous, on demande au pouvoir public de prendre une position claire. Si c'est des masques chirurgicaux, c'est aujourd'hui scandaleux de voir des masques chirurgicaux proposés au public alors qu'on en manque pour les professionnels de santé. Je trouve ça inadmissible, irresponsable et peu citoyen. Et je pense que les enseignes qui font ça devraient se faire bien reprocher cette attitude par les professionnels de santé qui manquent de masques. Par contre, si elles en donnent aux professionnels de santé, si elles en donnent aux maisons de retraite et si elles les donnent aux hôpitaux, voilà, elles font un acte citoyen en se faisant de la publicité, ça on a l'habitude, mais d'en mettre en vente au public, c'est scandaleux. Peut-être une dernière question. J'ai beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement d'Amélie Pro et du document de traçabilité, et notamment sur le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à récupérer l'adresse mail des professionnels de santé qui doivent venir récupérer leur masque, qu'ils n'arrivent pas forcément à récupérer le NIR des professionnels de santé. Et comment est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent appeler tous les professionnels de santé ou pas ou... Ouais, le NIR, c'est obligatoire. Les coordonnées de la personne, c'est obligatoire. De toute manière, on les avait déjà sur le papier. Ce qui est nouveau, c'est le NIR. Après, sur le reste, sur d'autres, enfin, il faut bien sûr le RTPS et ADELI. Voilà. L'adresse mail, je ne sais pas si c'est un facteur bloquant sur le site, je ne crois pas. Ça peut être utile pour le pharmacien pour renvoyer un mail au professionnel qu'il a déjà approvisionné la semaine précédente pour lui dire que les masques sont arrivés et qu'ils sont à sa disposition. Mais je ne pense pas que ce soit un facteur bloquant sur Amélie Pro ou sur les autres sites. Où est-ce qu'on peut trouver des gants et des thermomètres? Thermomètre, on arrive un petit peu à en avoir, c'est des thermomètres gallium, donc il faut demander à vos fournisseurs habituels. Pensez aux fournisseurs habituels, hein, n'allez pas chercher n'importe où, vous avez vos groupements, vous avez certains fabricants, ils sont très rares, et des gants, on commence à en avoir, je sais que les grossistes de nouveau arrivent à en avoir, mais vos groupements arrivent à en avoir également. Donc voilà, ça se débloque petit à petit, mais il faut systématiquement, bien sûr, les solliciter. Bénédicte, c'est 10h42. Oui, on connaît Arrêtez de me dire que vous allez me poser une dernière question. J'arrête. Un quart d'heure que vous dites que c'est la dernière. Bon, on a démarré plus tôt aujourd'hui, on a démarré à 9h. Bon, voilà, c'est le week-end de Pâques. Et on avait décidé de le faire. On avait décidé de ne pas le faire lundi. Voilà, je vais faire la garde du lundi de Pâques. Ça va être voilà,
journée un peu spéciale. En tout cas, on va continuer la semaine prochaine, dimanche prochain, et merci Bénédicte de votre disponibilité. On va voir si on a un troisième intervenant en fonction de l'actualité, comme on l'avait fait avec Joël Lecoeur la semaine dernière, pour continuer à garder ce lien entre pharmaciens. Je sais que vous les regardez en différé, je sais que c'est souvent bien commenté. On reçoit des messages très sympathiques de remerciements pour l'organisation de ces réunions, ce qui fait aussi chaud au cœur. Voilà, donc moi je tiens à vous remercier. Je vous le redis très sincèrement, moi je suis très fier de cette profession parce que voilà, malgré les difficultés, malgré les irritants, malgré la situation particulière, on fait le job. On est une des premières lignes comme les autres professionnels. On voit bien que de temps en temps, on nous oublie dans les discours, mais que personne ne nous oublie dans la façon dont nous travaillons. Le public, les patients apprécient énormément notre investissement et je pense que c'est important de tenir bon et de ne pas se laisser détourner par les masques, par d'autres choses qui nous agacent. Je pense qu'on doit avoir et mettre en avant toute la cohérence d'une profession au service d'une période extrêmement difficile, extrêmement tendue, et voilà, de ne pas aller trop vite sur certains dossiers pour ne pas après avoir une image complètement dégradée, voire des critiques à la fois des patients et des pouvoirs publics. Il faut faire très attention à ça. Et nous, dans l'essentiel, et l'essentiel, c'est la santé des patients, c'est la bonne information, c'est aller parfois sur des champs un petit peu nouveaux, comme ce que l'on fait sur à la fois les femmes qui sont en danger, etc. Oui, on sait faire ça aussi, et de tenir, parce que malheureusement, ça va durer, mais ne pas oublier, n'oubliez pas de préserver vos équipes, de faire attention à votre entreprise et de ne pas hésiter à solliciter des aides parce que vous risquez d'en avoir besoin, parce que la période va malheureusement durer plus que ce qui était prévu. Et donc, voilà, 2 mois, 3 mois avec des baisses de recettes, on ne sait pas comment l'activité va reprendre derrière. On sait qu'il va y avoir de la casse. Alors, bien sûr, la casse sera moins importante dans la pharmacie que dans d'autres secteurs d'activité où les recettes sont carrément à zéro et sont à zéro peut-être pour un certain temps encore plus important que la pharmacie. Mais voilà, préservez vos entreprises, préservez votre activité, préservez votre personnel et tenez bon. Et voilà, il y aura des débats sur les masques, oui, il y aura des débats sur Amélie Pro, il y aura des débats sur des choses comme ça. Mais attention, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, la situation est grave et elle va être grave sur le plan économique, au-delà du plan purement santé. La récession va être très forte et donc il va falloir remettre le pays en marche et ça va être extrêmement compliqué pour l'ensemble de l'activité économique. Donc voilà, tenez bon, faites le job, pensez à l'essentiel et puis je vous souhaite malgré tout un bon week-end de Pâques et de bonnes fêtes de Pâques. Et donc, à dimanche prochain, mais peut-être qu'on démarrera à 10 heures, puisque là, ce sera un week-end normal, sauf que je suis de garde et qu'on verra comment on fait. Et je suis de garde lundi et dimanche prochain, donc je viens d'y penser, donc on verra comment on s'organise. En tout cas, merci à tous et bon week-end. Merci, au revoir.